quand tu es retranché, pour moi, il y a un certain positif là-dedans, dans le sens que ça t'apprend à gérer l'adversité, à gérer la persévérance aussi. Louis Leclerc, t'es coordonnateur des unités spéciales, coach des demi-défensifs avec le Vert de l'Université de Sherbrooke et entraîneur-chef d'équipe Football Québec MU18. Quand t'arrives pour sélectionner des gars, est-ce qu'on compare un gars de cet âge-là de la même façon qu'on va comparer un gars que tu viens recruter parce qu'il sort, mettons, du cégep? Non, tu sais, il faut que tu sois capable de remettre les choses en contexte. Il y a des joueurs qui vont jouer dans des programmes, exemple, de football à 9. Au niveau tactique, il y a des choses qu'il n'a pas vues. Ça n'empêche pas des fois que tu as des joueurs qui, au niveau athlétique, qui sont beaucoup plus dominants que certains des très bons joueurs du juvénile Division 1, par exemple. Les qualités d'un bon débit universitaire. Il faut que tu sois athlétique. Il faut que tu sois capable de courir vite. Il faut que tu sois capable de bien bouger là, dans l'espace, d'être capable d'ouvrir les hanches puis de bien te déplacer. Par la suite, l'intelligence de jeu, la capacité à lire ce qui va se passer devant toi puis d'avoir une certaine anticipation. Puis je te dirais peut-être le troisième aspect. Salut tout le monde, bienvenue sur Le Game On, c'est votre host, William Rochefort. Cette semaine, on reçoit Louis Leclerc de l'Université de Sherbrooke. Merci d'avoir accepté mon invitation, surtout que c'est un pas de dernière minute. Petit fun fact, j'ai texté hier, puis il a accepté mon invitation de venir. C'est très apprécié, Louis, de venir représenter Team Québec, parce que cette année, tu es head coach pour Team Québec, mais en plus de ça, venir représenter ton rôle, puis l'Université de Sherbrooke encore sur le podcast. C'est très apprécié. Merci à toi de l'invitation. Grand plaisir d'être là. Ça me fait extrêmement plaisir. On a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Je veux parler de l'Université de Sherbrooke, mais aussi, je veux parler beaucoup de Team Québec, parce que tu as un rôle hyper important là-bas. Mais juste avant l'entrevue, tu me parlais un peu que tu faisais des visites. En ce moment, là, pour les prochaines rookies de l'année prochaine, puis aussi les gens que vous voulez recruter pour les prochaines années. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment ça fonctionne, ces visites-là? Oui, en fait, là, écoute, ça commence là, quand même tôt là, pendant l'hiver, où est-ce qu'on va recevoir les listes des joueurs finissants des différentes équipes là, au niveau collégial. C'est sûr, il y en a plusieurs qu'on connaît déjà, que ce soit par leur performance au niveau collégial ou par les équipes du Québec, justement. Fait que, nous, on va prendre un petit peu là, de l'information auprès des entraîneurs-chefs. Par la suite, nous, on va faire aussi notre évaluation de notre côté pour savoir est-ce que le joueur va fitter chez nous, là, excuse-moi l'anglicisme, mais au niveau de nos besoins, là, selon différentes positions. Puis ensuite, on va déjà là, rencontrer les joueurs, là, que ce soit en personne pendant les pratiques d'hiver ou parfois là, juste au téléphone là, ou en virtuel pour voir là, au niveau académique, personnalité, est-ce que vraiment il y a un fit de ce côté-là. Puis là, par la suite, les joueurs on va les inviter à venir visiter le campus. Nous, à Sherbrooke, on a une dynamique où on a les volontaires qui sont dans notre cours, on a Champlain et Knoxville, mais le reste des autres programmes collégiales sont tous à l'extérieur de la ville. Fait que dans certains cas, ils ne sont jamais venus sur le campus, puis des fois même, ils ne sont jamais venus dans la ville de Sherbrooke. Fait qu'on va planifier ces visites-là. On essaie que les parents soient présents quand c'est possible. Fait qu'on vient leur faire découvrir le campus, montrer les installations, rencontrer le coaching staff pour être en mesure là, d'éventuellement là, les convaincre de venir jouer ici puis surtout de venir étudier ici. Est-ce que vous avez le droit de les inviter, mettons, durant l'hiver, pendant vos pratiques pour vous montrer comment vous pratiquez ou quoi de ça? Ou ça, vous n'avez pas le droit? Oui, ça peut se faire. Là, c'est sûr qu'il y a un nombre de visites officielles, non officielles que les gars ont le droit là, de faire, mais je dirais, c'est sûr, la priorité pour nous, c'est de venir voir le campus, venir voir les facultés dans lesquelles ils vont étudier. Par contre, des fois, ça fait que cette journée-là, on a un entraînement ou on a des activités d'équipe. Fait que quand on est capable de faire une pierre deux coups, c'est sûr qu'on le fait, là, parce qu'au final, il faut que les gars se voient évoluer dans cet environnement-là avec nos étudiants athlètes qu'on a déjà dans l'équipe. Fait que quand on est capable de jumeler ça ensemble, là, on le fait, mais je dirais là, aussi pendant la saison, on va les inviter des fois à venir voir un match. Fait que ça leur donne là, des fois l'occasion de revenir sur le campus puis de
de voir un petit peu plus là, le côté football en réel, là, qu'est-ce que ça donne. Là. Ben, c'est vraiment le fun. Si je peux donner du pouce là-dessus, moi, vous m'aviez déjà invité avec une gang de Lennox. C'est vraiment le fun. Tu étais sur sideline, tu vois vraiment le vibe de l'équipe. Tu es sur le banc, legit. Tu n'es pas trop loin. Fait, c'est vraiment le fun. Moi, j'avais aimé ça, perso, quand j'étais venu voir les games à ce moment-là. Merci d'avoir partagé ça. Je pense que c'est important qu'on en parle. Juste, chaque personne qui vient sur le podcast a le droit à une intro. Fait que j'en ai préparé une petite pour toi. Parfait. Voici la tienne. Louis Leclerc, t'es coordonnateur des unités spéciales, coach des demi-défensifs avec le Vert de l'Université de Sherbrooke et entraîneur-chef d'équipe Football Québec MU18. T'es originaire de Drummondville. Comme joueur, t'as porté les couleurs des Voltigeurs du cégep de Drummondville. T'as continué ton parcours avec le Vert de l'Université de Sherbrooke où tu as été diplômé en sciences d'activité physique. Après ça, en tant que coach, en fait tes débuts chez les sénateurs du Collège de Saint-Bernard. En 2017, après ça, tu te joins au Vert. Aujourd'hui, tu occupes des postes importants chez le Vert, comme les coordonnateurs d'unités spéciales et coach des demi-défensifs. Maintenant, depuis 6 ans, tu t'impliques beaucoup dans les programmes d'excellence de Football Québec. Tu as été entraîneur-chef MU16 avec lequel tu as remporté 2 médailles d'or quand même. Tu as aussi été comme entraîneur adjoint MU18 où tu as contribué à la récolte de 2 médailles, une d'argent en 2019, une de bronze en 2022. Cet été, tu es à la conquête de ta première médaille d'or comme entraîneur-chef MU18. Louis Leclerc, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. J'aime ça commencer avec cette question-là. De où ça part le football pour toi? Chaque personne a sa propre histoire. Moi, je veux savoir la tienne. Souvent, ça va plus loin. Moi, tout ce que j'ai trouvé, c'était à partir des Voltigeurs. Mais je suis sûr que ça part de plus loin. Là. Ouais, ben en fait, moi, à la base, j'étais un joueur de hockey. Fait que j'ai joué au hockey là, pas mal toute mon enfance, là, même une bonne partie de mon secondaire. Puis tu sais, je suis pas si vieux, mais à l'époque, à Drummondville, en tout cas, les programmes sport-études, hockey, tout ça, ça existait plus ou moins. Là, donc, quand tu jouais au hockey, c'était difficile de jumeler avec un autre sport à l'automne, par exemple. Je pense que ce qu'on voyait plus, c'était des gars jouer au hockey l'hiver, soccer l'été ou baseball, ces choses-là. Fait que j'avais eu l'occasion de toucher un petit peu au foot là, quand j'étais fin primaire. Là, il y avait une initiation là, au football l'été. Justement, on était venu, dans le temps, il y avait la même chose ici au Vert. On était déjà venus là, sur le campus ici là, jouer des matchs. Là, je pense que c'était du football à 8 là, ou quelque chose comme ça. Comme un genre de mini Vert. Oui, c'est ça, exactement. Il y avait ça là, à l'époque. Fait que par la suite, ben là, c'est au secondaire, je jouais au hockey. Fait que c'était pas possible de jumeler les deux sports à ce moment-là. Mais j'ai toujours eu l'intérêt pour le football. On en regardait beaucoup à la télé. Chez nous, avec la famille. Fait que quand j'ai comme plus délaissé le hockey là, à la fin là, du secondaire, en secondaire 5, là, j'ai décidé d'aller juste m'amuser là, pour jouer une saison de football. Puis je suis tombé en amour avec ce sport-là. Fait que ça a fait en sorte que quand j'étais allé au collégial, j'ai voulu poursuivre. Puis là, de fil en aiguille, j'ai eu la piqûre. Autant pour le côté coaching, j'ai commencé à coacher pendant que j'étais au cégep. Mais je voulais me rendre aussi le plus loin possible comme joueur. Puis nous, à Drummondville, on a beaucoup d'anciens là, du Vert-et-Or, que ce soit Philippe Beaubien, Pat Marcoux, ces gars-là qui étaient impliqués dans le foot. Fait que pour moi, c'était comme un petit peu logique de dire je vais vouloir venir à l'Université de Sherbrooke. Fait que c'est ce qui m'a amené là, par la suite là, jusqu'ici. Là. C'est quoi la raison, à part les anciens, qui t'a vraiment fait choisir l'Université de Sherbrooke? Écoute, Drummondville, c'était à 45 minutes de Sherbrooke. Moi, avec ma famille, les étés, là, on faisait du camping là, près de Sherbrooke. Là, fait que j'ai toujours aimé la région ici. Puis je me souviens, pendant que j'étais au collégial, c'était André Bolduc, là, au début, qui était entraîneur-chef. Ouais. J'étais venu voir la première année que le Vert-et-Or a eu un match de play-off à la maison ici en 2011, là, si je ne me trompe pas, avec des Simon Charbonneau-Campo, tout ça.
Puis j'avais vraiment aimé le vibe là, étudiant, dans la zone étudiante, tout ça. Voir que c'était une ville étudiante, je me sentais à ma place. Sherbrooke, c'est pas une métropole en termes de ville. Fait que pour moi, ça me ressemblait beaucoup. Fait que je dirais que j'ai pas considéré vraiment aller ailleurs. Ça a toujours été un fit naturel là, ici pour moi. Tu es quand même beaucoup impliqué dans le football amateur au Québec. C'est quoi qui te fait devenir coach, en fait? As-tu une opportunité spéciale ou c'est quoi qui t'a amené vers le coaching? Oui, ben en fait, quand j'étais au collégial, mon entraîneur, c'était Luc Sylvain, qui est notre entraîneur-chef, qui présentement coach les carrières ici avec nous depuis là, près de 10 ans. Puis à l'époque, Luc, il était coach en chef au cégep à Drummondville, puis il était coach en chef au Collège Saint-Bernard. De là. Exactement. Okay, puis cool. il s'occupait aussi, là, il y avait une concentration là, sport-études. Fait que je te dirais que c'est lui qui m'a amené, là. La première fois que j'étais allé juste l'assister à une séance de sport-études, j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Moi, à la base, je voulais être enseignant en éducation physique. J'ai toujours fait du sport dans ma vie. C'est pas mal juste ça, mon centre d'intérêt principal. Fait que ça a été pour moi un coup de foudre avec cette profession-là de travailler avec les jeunes puis de contribuer à les développer là, avec un outil qui est le football qui les passionne. Fait que ouais, ça a été instantané que je savais que c'est ça que je voulais faire. C'est quoi un peu le mindset de coaching que tu essaies d'amener? Parce que là, tu commences à avoir beaucoup d'expérience. C'est surtout en plus là, que tu es rentré au Vert et Or depuis 2017. C'est quoi tu penses que toi, ça serait ta touche, mettons, que tu as envie de laisser aux jeunes ou vraiment ton mindset de coaching, en fait? Ouais, ben je te dis, ça allait évoluer au fil des années. Intéressant. Moi, j'ai débuté comme... Tu peux pas être bien plus jeune que ça là, quand tu as joué universitaire pour commencer à coacher. Là, j'ai terminé en 2016. Puis ensuite, en 2017, j'ai eu une opportunité de commencer comme assistant. Puis la première année, ils m'ont donné les running backs. Fait que au début, ma priorité, c'était vraiment de montrer aux joueurs que je connaissais mes choses puis qu'ils pouvaient me faire confiance sur le côté tactique, technique, puis que j'allais les aider à atteindre un niveau de performance élevé. Fait que j'étais très axé sur ce côté-là parce que je pense que j'avais pas joué professionnel. Fait que pour moi, c'était important d'aller chercher cette crédibilité-là. Mais je te dirais qu'au fil des années, en vieillissant, ben, je pense que la relation que je crée avec les joueurs puis l'impact qu'on est en mesure d'avoir, pas juste sur le côté technique, tactique, mais aussi sur leur développement comme individu puis comme jeune adulte, c'est beaucoup ça qui me fait triper. Puis je pense que j'ai mis beaucoup l'accent là-dessus, là, je te dirais, dans les 2-3 dernières années, là, à porter un peu plus attention au-delà du joueur de foot, mais vraiment la personne en arrière. Fait que je te dirais que mon coaching a évolué là, un petit peu plus à ce niveau-là dans les dernières années. Là. Comment que tu te préparais au fait, tu sais, au début, tu disais comme je voulais vraiment montrer aux gars que j'étais à la bonne place puis que j'étais vraiment là pour les coacher. C'est quoi que tu faisais pour te préparer justement à ça? Ouais, ben écoute, c'était beaucoup beaucoup de vidéos, beaucoup de préparation. Là, là, je coachais ma première année les porteurs, parce que c'est une position que moi, j'avais jamais joué. Puis je me ramassais à coacher aussi des gars avec qui moi, j'avais joué auparavant. Oh my God! Ouais, fait que tu sais, là-dedans, on avait des gars comme Gam Polen qui a été repêché là, dans la Ligue canadienne, tout ça. Fait que c'était des gars qui, je pense, voulaient atteindre un niveau là, de performance là, qui était élevé. Fait que c'était je m'assurais de connaître vraiment là, notre système offensif, connaître les protections de passe, toutes ces choses-là, puis de vraiment le maîtriser. Puis quand les gars voyaient que j'étais préparé pour tout ça, ben c'est là que tu sens qu'ils commençaient à me faire confiance un petit peu plus, puis à écouter là, ce que j'avais à leur dire là, pour les coacher. Fait que je te dirais que c'était beaucoup de préparation là, au début pour montrer que je connaissais la game. Puis je pense que n'importe quel athlète,
qui veut atteindre l'excellence, quand tu es capable d'y montrer que par tes connaissances, ta préparation, tu peux l'aider, ben automatiquement, il va commencer à te faire confiance. Là. Exact. Puis je pense que c'est hyper important d'avoir confiance en tes coachs. Puis tu sais, veux pas, s'il a juste fait le step de venir jouer ici, veux pas, ben, il savait que tu étais là aussi. Mm-hmm. Mais l'affaire qui est intéressant, c'est que maintenant, tu es plus impliqué sur le côté unité spéciale, mais aussi défensif. Mm-hmm. Mais ça te permet aussi de vraiment mieux comprendre les deux côtés de la balle. Oui, définitivement. Genre, c'est quand même vraiment cool. Oui. Puis tu sais, ça doit te permettre aussi, justement, ben là, tu vas être head coach, mais justement, dans tes expériences d'être coach, comme le fait d'avoir vu les deux côtés de la balle, à quel point ça t'a vraiment aidé à... Ben, est-ce que ça t'a vraiment aidé à pousser et à devenir head coach pour les équipes du Québec? Oui, définitivement. Tu sais, présentement, je me considère pas comme un spécialiste, là, mettons, surtout au niveau de l'attaque, mais tu sais, je pense que j'ai quand même une certaine base où quand je vais dans les meetings offensifs avec les équipes du Québec ou peu importe, je suis quand même capable d'avoir une idée un petit peu là, de où ce que ça s'en va, puis de ce que je veux aussi comme entraîneur-chef. Puis, la job d'entraîneur-chef, pour moi, si on parle strictement du côté stratégique, c'est quand même important d'être en mesure de faire le lien entre les trois unités pour s'assurer qu'on arrive avec un game plan qui fait du sens. Si tu sais que tu as une défensive qui va être très hermétique puis qui va donner peu de verges puis peu de points pendant le match, à ce moment-là, c'est de faire le lien avec ton coordinateur à l'attaque. On n'a peut-être pas besoin de prendre autant de risques. On peut contrôler un peu plus le ballon. L'inverse est aussi vrai. Si tu penses qu'on va jouer une attaque qui va bouger beaucoup le ballon parce qu'ils ont beaucoup de talent, sont bons au niveau de l'exécution, ben là, il faut peut-être prévoir un game plan où soit on va vouloir voler une possession au niveau des unités spéciales, d'être en mesure aussi de peut-être prendre un petit peu plus de chance à l'attaque pour se créer des opportunités. Fait que moi, je vois mon rôle d'être coach là, un petit peu, d'être en mesure de faire le lien entre les trois phases du jeu. Fait que pour ça, oui, je trouve que c'est important d'être à l'aise avec les trois côtés du ballon là, dans le meilleur des mondes quand tu es coach en chef. Mm-hmm. Fait que, tu sais, mettons, ton style d'être coach, souvent les head coachs, mettons, sont plus offensifs. Ou, tu sais, honnêtement, j'ai rarement vu des head coachs qui étaient plus défensifs qu'offensifs. Honnêtement, je sais vraiment pas pourquoi, là. Mais toi, tu dis que c'est vraiment les trois côtés ou en situation de match, des fois, tu vas prendre plus certains rôles plus importants? Bien, je dirais aux équipes du Québec, l'opportunité qu'on a, c'est d'avoir vraiment des excellents coachs. Ouais, c'est ça. Je regarde là, cette année avec Antoine Pruneau, qui est coordinateur défensif, Justin Chapdelaine, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années à Sherbrooke, là, qui est coordinateur à l'attaque. C'est des gars qui sont amplement capables de gérer leur côté du ballon. Fait que je dirais que mon rôle, c'est un petit peu plus de manager la game là, à ce niveau-là. J'essaie de lui laisser le plus possible là, la liberté de gérer le parti de la game. C'est sûr qu'on s'assure que, comme je disais, nos game plans soient cohérents ensemble là, par rapport à l'équipe qu'on joue puis ce que nous, on pense qu'on est capable de faire. Mais ouais, j'essaie de ne pas micromanager. Puis quand tu es avec des bons entraîneurs qui maîtrisent bien le chose, c'est important de leur laisser une certaine liberté aussi 100%. Pour être en mesure de gérer leur côté du ballon. Là. Ça va être quand même le fun aussi quand tu arrives dans des situations de match où c'est plus serré ou whatever, être entouré comme ça, ils doivent ne veulent pas avoir un peu leur mot à dire puis un peu de conseiller sur certaines décisions. Ça va être quand même le fun ce côté-là. Ouais, ben tu sais, je dirais, si je regarde quand j'ai fait le MU16, j'avais la chance d'être avec un gars comme Marc Loranger, qui a été entraîneur-chef au niveau universitaire. Là, il y en a beaucoup qui ne le savent peut-être pas, mais il a amené son équipe à la finale de la Coupe Vanier quand il était à Montallison. Fait que ça a été un gars qui je pense que j'ai appris beaucoup là, les 2 années que je l'ai fait avec lui là, en termes de game management, puis de prise de décision, gestion des time-out, ces choses-là. Ouais, définitivement, c'est ce qui est la beauté des équipes Québec. Tu travailles avec plein de coachs qui ont des fois plus d'expérience que toi. Fait que tu apprends aussi un petit peu de tout le monde là-dedans. Là. Ben, tu sais aussi, c'est que c'est l'élite. Puis, tu sais, c'est d'aller représenter notre province. Donc, moi,
je parle, on veut gagner. Là. Fait que c'est pas mal ça. En 2017, quand tu as joint le Vert et Or, c'était quand même un moment important pour le programme, l'arrivée de Mathieu Lecomte. Il y a eu plusieurs nouveaux coachs. Comment tu avais été approché par le Vert et Or à ce moment-là? En fait, moi, j'ai joué pour David Lessard à aller jusqu'en 2016. Puis, David savait que je voulais coacher depuis mes premières années. Je pense que les coachs voyaient que j'avais beaucoup d'intérêt pour ça. Fait qu'il m'avait déjà parlé là, de l'année après que j'allais avoir terminé si je voulais me joindre au staff là, pour être un assistant, que ce soit offensif, défensif, pour aider au niveau de l'entrée de données, puis toutes les tâches que les coachs ont à faire. Fait que moi, oui, j'avais cet intérêt-là. Puis là, il y a eu un changement là, au niveau du coaching staff. Fait que quand Mathieu est entré en poste, le lendemain là, de son entrée en poste, je suis allé le voir. Puis j'ai dit, écoute, moi, avec Coach Lessard, on avait pas cette entente-là, mais David m'avait proposé là, de venir aider avec le staff. Fait qu'est-ce que tu acceptes de me prendre? Puis il a accepté. Puis là, par la suite, tu as eu le Jean-Philippe Gauthier qui est allé au volontaire comme coach en chef. Fait qu'on avait besoin de quelqu'un pour coacher les porteurs de ballon. Puis on était, là, je pense, au mois de juin avant la saison. Ouais. Aïe, OK, c'est arrivé exactement. Serré, là. Fait que j'avais assisté à tous les meetings offensifs cette année-là. Fait que Brent Bailey, qui était le coordinateur à l'attaque, m'a demandé si je voulais là, venir là, prendre les porteurs pour la saison. Puis moi, j'attendais pas mieux comme opportunité, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Là, ouais. Je me demande vraiment, moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire un meeting offensif. J'ai jamais été dans une salle de meeting offensif. Est-ce que ça se ressemble, les meetings offensifs-défensifs? Ouais, je dirais que ça va être un peu plus... ça dépend toujours c'est qui l'entraîneur qui va rouler les meetings. J'ai vu des entraîneurs offensifs qui me faisaient penser beaucoup à des coachs défensifs que j'avais vus au niveau de leur énergie, au niveau de leur confiance, leur manière de voir la game. Autant que j'ai vu des différences. Fait que, non, moi, honnêtement, du football, ça reste du foot. Ouais. Peu importe, je pense, le côté du ballon. Fait que je trouve que ça peut se ressembler d'un coach à... C'est plus par rapport à c'est qui le coordonnateur, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi l'énergie dans la salle de meeting là, qui fait que c'est différent. C'est sûr que une des grosses différences c'est tout le côté corps arrière, qui est une position peut-être un petit peu à part là, en termes de... Ce gars-là touche au ballon à tous les jeux. Ouais. Puis ça, défensivement, on a moins ce joueur-là. Oui, tu vas avoir des fois ton free safety qui va faire beaucoup de calls ou des ajustements, tout ça, mais en termes de position, là, comme le succès de ton unité va vraiment passer par ce joueur-là. Je pense que ça, il y a une petite différence entre l'offensive et la défensive, là, si on regarde au niveau des carrières. Là. C'est peut-être là, une des grosses différences que j'ai vues par rapport à la défensive. Là. Ah, c'est intéressant. Fait que ça veut dire que, dans le fond, ça dépend du style de coach, mais en réalité, c'est comme, vous allez regarder du film pareil, vous allez vous préparer un peu de la même façon, c'est juste que les stratégies vont être offensives au lieu d'être défensives. Exactement. Je veux dire, la O-line vont étudier les fronts et les types de pression que la défensive va présenter, puis nous autres, de l'autre côté, la ligne défensive puis la boîte, on va regarder les types de protection qu'on va facer, puis comme on va se préparer par rapport à ça. Fait que, pour moi, c'est que tu le vois d'un bord ou de l'autre, ça se ressemble quand même beaucoup là, en termes d'approche. Là. Quand tu es arrivé au Vert et Or, est-ce que tu avais eu la chance d'être temps plein? Y avait-tu du temps plein à ce moment-là au Vert et Or? À part, bien sûr, Mathieu, là, ça c'était sûr qu'il était temps plein. Oui, on avait, je pense que c'était 4 ou 5 entraîneurs temps plein. Quand même. Dans le fond, en 2017, il y a Rémi Giguère qui est arrivé avec nous comme coach à l'attaque. Puis là, après ça, là, suite à ça, coordinateur à l'attaque, ça s'est succédé un petit peu là, à aller jusqu'en 2019 quand Justin Chapdelaine est arrivé.
Fait qu'on avait un staff là, de 5 temps plein là, à ce moment-là. Puis moi, je m'occupais de la préparation physique puis les demi-défensifs, mais je n'étais pas encore là, temps plein là, à ce moment-là. Puis ça a été là, en 2019 que là, on a ajouté là, un 6e poste temps plein là, qui était le mien. Fait que ça m'a permis vraiment là, d'être en mesure de faire seulement ça. Là. Mais j'ai été de 2017 à 2019, là, j'avais un autre emploi à l'extérieur. Je complétais aussi là, mon bac en enseignement en éducation physique en même temps. Fait que ça m'a pris peut-être genre de 3 ans là, avant qu'il m'engage à temps plein. Là. Ah, c'est pas si pire que ça, là, quand même. En plus, tu étais dans l'organisation pareil, puis tu étais tout le temps en contact avec les gars, puis tu faisais la préparation, puis tout ça. Oui, exactement. Puis, je pense que quand tu es un jeune coach, il faut que... au travers de ça, j'avais déjà commencé à m'impliquer aux équipes Québec. Ouais. J'avais été au East West Bowl pour aller coacher là-bas. Je mettais beaucoup de temps. Puis quand tu es un jeune coach, je pense que c'est important d'essayer de toucher à tout, mais aussi de faire ce que l'équipe a besoin là, qu'il soit fait. Fait que il n'y a pas de sous-tâches, de tâches trop petites pour personne, je pense, dans un staff. Fait que j'ai eu l'occasion de faire de la préparation physique, de travailler au suivi académique. Tout ce qui avait besoin d'être fait, j'étais volontaire pour y toucher, le recrutement, tout ça. Puis, à un moment donné, ça vient que tu deviens, je pense, une partie importante de l'opération d'une organisation. Puis, c'est à ce moment-là qu'ils ils vont vouloir te garder, puis là, les bonnes choses arrivent. Mais quand tu commences, il faut que tu fasses tes preuves, et ça, c'est sûr. Là. Exact. Faut que tu fasses tes preuves, faut que tu gardes tes oreilles ouvertes à propos de tout. Parce que, comme tu as dit, il faut que tu essayes, il faut que tu vois des choses. C'est important. Mais, Criff, c'est vraiment cool. L'affaire qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'à Star, c'est rendu quasiment comme ça dans presque toutes les universités, mais à Sherbrooke, vous avez 6 coachs temps plein. Quand même, là. C'est vraiment... Oui, quand on en parle aux gens, la plupart sont toujours surpris des ressources humaines que ça prend pour opérer un programme universitaire. Mais si on regarde là, un petit peu partout ailleurs, ça va se ressembler. Puis des fois, tu as certaines équipes qui vont peut-être être 5 ou 4 temps plein, mais tu regardes, admettons, les dossiers externes qu'on va avoir parce qu'on est 6 temps plein, mais je fais pas juste des unités spéciales. Comme moi, là, je m'occupe du suivi académique avec les joueurs, tout ça. Fait que des fois, il y a des organisations, peut-être un petit peu moins de coach à temps plein, mais ces dossiers externes-là vont être gérés par des gens qui vont être au service du sport là, dans ces places-là. Fait que nous, oui, on est un bon nombre, mais on a quand même des bonnes responsabilités aussi, là, autres que juste notre chapeau de coach de foot. Là. 100%. Surtout que le fait d'être temps plein, ça te permet d'être tout le temps là pour les boys. Fait que c'est normal que... ça va plus loin que ça. Là. C'est une business humaine. Là. J'en parlais avec Kev en plus l'autre fois. Oui, c'est le football et tout ça, mais au bout du compte, c'est une société dans une société. T'sais. Ah, définitivement. Les joueurs qui décident d'aller dans n'importe quel des programmes, c'est... Dans les décisions, je pense qu'on a à prendre dans une vie. En tout cas, à mon avis, c'est dans les décisions quand même importantes parce que ça a un impact sur le diplôme que tu vas aller te chercher, sur les relations que tu vas créer dans un moment qui est important de ta vie. Là, entre l'âge de 20 et 25 ans, je pense que tu te construis beaucoup comme personne. Les gars, quand ils arrivent, je pense que c'est des jeunes hommes. Là, ils ont le bagage du cégep, mais... Quand je les vois sortir, là, c'est des ingénieurs qui s'en vont construire des ponts, des médecins, des avocats. Fait que avec qui tu as passé ces 5 années-là, avec qui tu as travaillé pour te développer comme athlète, mais aussi comme individu, c'est vraiment important comme bagage pour plus tard. Fait que oui, c'est important d'être là pour eux. Puis nous, à Sherbrooke, je n'ai pas par cœur la proportion de gars qui viennent de la région ici, mais on a une très grosse majorité qui viennent de l'extérieur. Fait que de demander à ces jeunes-là de faire un commitment de partir de chez eux pour s'installer à Sherbrooke le temps de leurs études, ben c'est sûr que nous, on a une responsabilité d'être présent
pour eux, pour les développer, il faut qu'on donne quelque chose en retour. C'est évident. Là. 100%. Puis l'affaire qui est le fun aussi de Sherbrooke, c'est que la majorité des programmes que les boys aiment faire, vous les avez. On a un gros programme de génie, ça c'est très populaire. Je pense qu'en ce moment, beaucoup de joueurs que vous avez en ce moment sont en génie. Puis, si on regarde, là, mettons, génie puis la faculté de gestion, en proportion, là, c'est au-dessus de la moitié de notre équipe qui est dans une de ces deux facultés-là. Puis ces deux facultés-là, c'est des deux facultés qui nous distinguent là, au travers le Québec, puis même le reste du Canada. On a une recette avec nos stages coopératifs qui est propre à nous, puis qui fait en sorte, là, même si on regarde pas juste au niveau des étudiants athlètes, mais des étudiants en général, c'est une des grosses raisons pourquoi ils décident de quitter leur milieu puis de venir étudier à Sherbrooke. Fait que ça, définitivement que ça nous permet d'attirer beaucoup d'étudiants athlètes, mais ça nous distingue, puis les gars sont tous dans ces programmes-là pour la plupart. Tantôt, tu m'as glissé un mot comme quoi tu avais été préparateur physique aussi un peu. Ça vient de me popper en tête, mais mettons, si tu avais un top 3 à donner, peut-être des meilleurs exercices juste pour un joueur de foot, ça serait quoi, tu penses? Courir. C'est bon. Ouais, tu sais, ben, écoute, l'erreur des fois qu'on fait quand on pense à la préparation physique, c'est de penser que ça se passe juste dans la salle de musculation. Si on analyse, surtout le football canadien à 3 essais, on l'a déjà fait les études avec les GPS, avec nos joueurs, là, les distances à haute vitesse parcourues dans un match, c'est vraiment impressionnant. T'as-tu une idée? Est-ce que tu te rappelles, ça ressemblait à quoi? Écoute, il faudrait que ça remonte à longtemps, là, mais écoute, ça se compte en plusieurs kilomètres? Ouais, comme 2 à 3 kilomètres, dépendamment. C'est que ça dépend, est-ce que le gars, il jouait sur les unités spéciales, tout ça, mais si tu regardes juste un jeu d'unité spéciale, exemple un kick-off, tu vas couvrir un 50-60 verges là, à haute vitesse, même affaire sur un punt. Fait que c'est un gars qui fait 4 unités spéciales plus des jeux offensifs ou défensifs. Rapidement, c'est beaucoup. Là. Fait que faut que dans ta préparation physique, si tu cours pas au minimum 2 fois par semaine, même l'hiver, tu t'en vas pas, à mon avis, là, dans la bonne direction. T'sais, après ça va être dépendamment de l'athlète puis de ses besoins au niveau de sa position. Mais je dirais, c'est sûr que ça va être de privilégier tout ce qui va être fonctionnel. C'est aussi d'adapter selon les blessures de l'athlète. Tu n'es pas obligé d'avoir une barre sur les épaules, faire du squat lourd pour devenir plus fort. Il y en a qui ont des limitations. J'avais été faire une clinique avec un préparateur physique avec les Bills de Buffalo. Puis il me disait, écoute, lui, la majorité des gars qui entraînaient là, au niveau de la ligne à l'attaque, tout ça, ils faisaient pratiquement pas de back squat parce qu'au niveau de leurs historiques de blessures avec les épaules, tout ça faisait en sorte que les gars n'avaient pas besoin d'utiliser ces genres d'exercices-là, puis privilégiaient d'autres types de barres, d'autres types d'exercices. Fait que, non, je dirais c'est difficile de donner une réponse là, claire, mettons, pour un top 3. Ça dépend des besoins de la position. Mais définitivement, toutes les positions, ils ont besoin de courir, que tu sois un O-line, un D-line. On regarde où ce que la NFL s'en va présentement. Là, c'est des jeux qui sont beaucoup plus dans l'espace, qui sont athlétiques. Tu regardes les schèmes les schémas de bloc au sol. Si tu es un O-line, il faut que tu sois capable d'être athlétique en espace puis de bouger. Fait que je dirais c'est vraiment important que les gars aient à faire de la course pendant leur préparation physique. Merci que tu dises ça parce que j'en ai parlé à plusieurs, puis j'ai posé cette question-là à aussi d'autres personnes. Puis c'était la première personne qui me sort de courir. Mais c'est vrai, c'est la base de notre sport aussi. Là. Mais c'est bon, c'est vraiment nice que tu me dises ça pour vrai. Tu sais, je te dirais, c'est qu'aussi ça dépend de ton niveau. Puis
Je pense que ce qui est le fun, tu sais, là, on parle avec des jeunes athlètes, là, on parle tantôt d'équipe Québec, mais je pense que quand tu débutes, tu n'as pas besoin d'avoir des méthodes d'entraînement qui sont si poussées que ça pour avoir des gains. Je pense que quand tu es un jeune athlète et que tu n'as pas un gros bagage athlétique, ben honnêtement, si on parle en termes d'exercice de musculation, pour un joueur de basket, un joueur de hockey puis un joueur de football, ça va se ressembler quand même beaucoup. T'sais, on va parler de prendre de la force physique avec des exercices de base, puis d'être plus puissant avec des exercices de saut, avoir des bases en haltérophilie, puis de courir. Puis là, c'est sûr que plus que tu te développes comme athlète, on parle de gars qui vont être universitaires, qui se préparent pour des combines professionnels, tout ça, ben là, oui, on va falloir aller dans des méthodes d'entraînement plus avancées, un volume aussi d'entraînement qui va être plus gros. Mais avec des athlètes en bas âge, ça reste relativement simple, je pense qu'est-ce qu'il faut privilégier comme approche pour être capable d'avoir des gains. J'aimerais qu'on parle un petit moment de ton expérience de demi-défensif, puis surtout de coach. J'aimerais que tu me dises, c'est quoi tu penses que les qualités d'un bon débit universitaire qu'on devrait développer? Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui ils ont les mêmes skills, ne veut pas. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment qu'on parle de développement. Ouais, ben définitivement, tu sais, au niveau de la vitesse, ton agilité et tes changements de direction, là, dans comment tu vas bouger en espace, définitivement, on s'en sort pas. C'est sûr que oui, il y a des débits qui vont des fois être un petit peu moins rapides que d'autres, puis ils vont être capables d'être performants sur le terrain au niveau tactique, puis au niveau technique, puis leur anticipation, capacité à lire le jeu. Mais c'est sûr qu'il faut que tu sois athlétique. On regarde là présentement dans notre ligue, il n'y a pas une équipe qui n'a pas un bon corps arrière. C'est vraiment, je pense, intéressant pour les partisans. Puis si on regarde au niveau des receveurs, ben sont tous athlétiques, ils courent tous vite. Fait que c'est sûr que nous, notre job comme DB, c'est de couvrir ces gars-là, que tu sois dans n'importe quel type de couverture, que tu joues du match, que tu joues du true zone. Je veux dire, au final, tu vas finir quand même à couvrir un receveur 1 à 1. Fait que faut que tu sois athlétique. Faut que tu sois capable de courir vite. Faut que tu sois capable de bien bouger là, dans l'espace, d'être capable d'ouvrir les hanches puis de bien te déplacer. Fait que ça, pour moi, c'est un critère qui est définitivement important, rendu là, au niveau universitaire. Tu t'en sors pas si tu n'es pas athlétique, malheureusement. Par la suite, dépendamment de la position que tu vas jouer, c'est sûr la capacité, l'intelligence de jeu. Fait que, la capacité à lire ce qui va se passer devant toi puis d'avoir une certaine anticipation puis de reconnaître les patterns. Tu sais, quand un receveur va courir un tracé, ben dans sa manière de courir le tracé ou rendu à telle profondeur, ben il y a beaucoup de choses que tu peux déjà éliminer de ta prise de décision, puis ça te permet de réagir beaucoup plus rapidement. Ton temps de réaction il est meilleur. Parce qu'à notre niveau, on commence à se rapprocher du professionnel, fait que l'exécution avec les carrières, tu sais, souvent les ballons sont placés où ce que où ce qu'ils doivent être placés, où ce qu'il y a juste le receveur qui peut le jouer. Fait que là, tous les jeux que tu as peut-être fait avant parce que tu trichais avec tes yeux, mais que tu pouvais t'en sortir, deviennent un petit peu plus difficiles à faire. Fait que je te dirais que ça c'est très important. Puis je te dirais peut-être le troisième aspect, c'est ta capacité à plaquer. Puis ça, honnêtement, on n'en parle pas assez, à mon avis, au niveau des demi-défensifs. Puis, tu sais, il y a une distinction là, à faire. T'sais, oui, tu es un skills guys, mais ça reste que là, quand tu joues au football contact, ben c'est pas non plus du flag football dans le sens que ton habileté à plaquer est importante. Tu peux pas juste être un gars qui est vite puis qui fait des jeux au ballon parce que tu vas te faire attaquer. Sinon, les offensives vont toujours, par formation, par mouvement, essayer d'amener un demi-défensif dans la boîte pour le forcer à plaquer. Puis si tu n'es pas capable de plaquer, ben ils vont prendre avantage de ça, puis tu vas donner de la verge. Fait que tu sois un corner ou un
halfback, un safety. Moi, je dis souvent aux gars, il faut que tu sois un mini linebacker en espace. Puis si jamais un offensif décide t'amener dans la boîte ou de te forcer à plaquer, il faut que tu sois capable de le faire. Fait que ça, c'est de quoi que je trouve on ne met pas assez l'emphase avec les demi-défensifs ou souvent on fait un peu plus la promotion de cette position-là comme une position où c'est important d'être athlétique, tout ça, mais d'être capable de plaquer, c'est hyper, hyper important. Là. Mettons, pour compléter avec ça, ça serait quoi, mettons, les drills que tu conseillerais à faire aux gars ou que toi t'aimes pour justement préparer à l'agilité des gars pour qu'ils soient capables de bouger dans l'espace ou pratiquer la vision? C'est quoi ces drills-là, mettons, si tu peux m'en donner deux, trois? Je te dirais, écoute, en termes de déplacement, là, tout ce qui va être ce qu'on appelle des line drills là, avec un coach qui va te faire réagir, là, où ce que tu vas travailler tous les types de changements de direction, que ce soit en passant d'aller vers l'arrière à changer de direction pour aller vers l'avant, ça va être hyper important, mais aussi toutes les transitions, ce que tu vas avoir à ouvrir tes hanches, puis à couvrir des tracés qui vont être un petit peu plus là, vers les zones profondes. Fait que ça, c'est hyper important. Sinon, je te dirais tout ce qui est déplacement en termes là, on utilise soit le backpedal ou le shuffle ou le crossover. Il faut que tu sois capable de bien bouger là, avec les pieds qui vont rester dans ton cylindre dans ces types de déplacements-là. Fait qu'il faut qu'à l'intérieur de tes drills, on en retrouve. Puis aussi que tu sois capable de changer de direction à partir de ces types de déplacements-là. Puis d'être capable de le faire en réaction. C'est bien aussi d'apprendre un patron moteur avec, exemple, des cônes au sol, puis que tu sais déjà ce que tu vas faire comme changement de direction. Par contre, nous, en match, comme demi-défensif, c'est pas une chorégraphie qu'on fait. Exact, c'est de la réaction. C'est de la réaction. Fait qu'il faut que dans ta progression d'éducatif, ça, on le retrouve. Sinon, je te dirais, au niveau des plaqués, cet hiver, on a fait beaucoup un travail là, de réévaluer là, notre progression en termes de tackling. Puis je te dirais que je pense un sport qu'on a beaucoup à apprendre, c'est le rugby. Intéressant. Le rugby, ça se joue sans équipement. Puis je regarde là, ce qu'ils peuvent faire en termes d'éducatif en situation là, d'entraînement. Ils vont utiliser des gros bags, mais ils vont plaquer là, à aller jusqu'au sol ou à tomber dans des matelas. Puis en termes de prévention de blessures, je pense que c'est bien où ils ne se mettent pas à risque d'avoir une commotion parce que de toute façon, eux autres, ils n'ont pas de casse. Fait que c'est sûr que si tu impliques ta tête là-dedans, ça va être. Ça ne durera pas longtemps. C'est ça. Mais en termes de. Ça ne les empêche pas de faire des phases contact complètes. Puis ça, je pense que de plus en plus, on essaie de limiter, surtout universitaire, les pratiques où il y a des phases de contact complètes, où on se plaque, puis on va au sol entre nous. Si tu regardes au niveau professionnel, j'étais allé au camp des Alouettes encore cette année, puis les gars restent debout. Il n'y a pas de projection au sol. Puis à l'université, je pense pas mal dans tous les programmes, on a évolué pour limiter ces situations-là. Parce que je pense qu'à un moment donné, avec les athlètes qu'on a, si on se plaque à chaque pratique en allant au sol, le risque de blessure va augmenter. Par contre, ça, exact. Il y a un juste milieu, puis la solution, c'est pas de pas en faire puis de juste plaquer des coussins. Puis je trouve qu'au rugby, ils ont beaucoup de progression d'éducatif qui est comme un juste milieu entre les deux où tu plaques quand même un autre être humain puis ça va finir au sol, mais c'est fait d'une façon sécuritaire. Fait que je pense que le football, on a beaucoup à apprendre de ce sport-là. Puis des fois, oui, les techniques sont peut-être pas pareilles, mais on est intelligent, on est capable d'ajuster puis de mettre ça en contexte dans nos systèmes puis dans nos techniques que nous, on enseigne. Très intéressant. Maintenant, Team Québec. Ouais. Je voudrais que... En fait, qu'est-ce que j'ai préparé pour Team Québec? Je l'ai préparé comme si j'étais un jeune qui n'était pas trop au courant de qu'est-ce que c'était. Je pense que tu es la meilleure personne pour répondre à ces questions-là. Juste avant, comment tu peux être sélectionné pour être coach à Team Québec? En fait, là, on a 2 programmes d'excellence. Tu as les moins de 16 ans, les moins de 18 ans. Les moins de 18 ans, là, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a
c'est des coachs universitaires. Fait que, chaque équipe va envoyer là, un coach là, pour coacher l'équipe Québec. Moi, j'ai eu l'occasion, là, c'était David Lessard, mon ancien entraîneur-chef à Sherbrooke, qui était coach en chef là, en 2019 avec le MU18. Fait que moi, j'avais signifié à Mathieu que je voulais vivre cette expérience-là. Puis j'avais parlé à David. Fait que j'ai eu la chance d'y aller comme entraîneur de position. Nice. Fait que de fil en aiguille, ben, après ça, j'ai eu la chance d'être coordonnateur, tout ça. Fait que c'est pour le MU18. MU16, ben là, ça va être un mix. Ça va être souvent le coach en chef va être quelqu'un qui vient des rangs universitaires. Puis les entraîneurs là, de position puis les coordonnateurs vont être des coachs du réseau collégial. Mais tu sais, il y a toute la partie là, des camps de détection où est-ce qu'il y a plein de coachs qui viennent s'impliquer. Fait que ça aussi, c'est une bonne porte d'entrée pour montrer que tu as de l'intérêt. Moi, depuis que je suis entraîneur-chef, j'essaye le plus possible de considérer des entraîneurs qui sont venus s'impliquer bénévolement dans des camps de détection pour lui donner des opportunités d'être avec nous sur le staff. Fait que ouais, c'est un petit peu comme ça, là, en gros, que ça fonctionne. Si tu pouvais m'expliquer le cheminement de Team Québec. Quand je parle du cheminement, c'est vraiment du début de comment je m'inscris jusqu'à la fin du tournoi. Ça ressemble à quoi? Comment c'est organisé? Comment ça fonctionne? Ben, en gros, ça va commencer à partir de l'hiver. Fait qu'autour du mois de mars, on va avoir 4 camps de détection qui sont ouverts à tous. Ça va être partout au Québec. Là. Fait qu'on a, je pense qu'on va 2 fois dans la région de Montréal, un camp à Québec, puis un camp à Drummondville. Fait que ça, c'est la structure qu'on a présentement. Ça, ben, les joueurs de ces régions-là peuvent s'inscrire là, pour ces camps-là. Fait que cette année, ça tourne pas mal tout le temps là, autour de entre 450 et 500 jeunes là, qui viennent s'inscrire, là, que ce soit pour les MU16 ou les MU18. Fait qu'à partir de là, nous, on va les évaluer au niveau technique, au niveau des phases de position, tout ça. Puis là, à partir de là, ben, on va inviter un nombre de joueurs, là, habituellement c'est 100 joueurs là, à peu près, à la phase 2 de la sélection. Fait que c'est sur les 400-450 là, jeunes qui sont venus. On en invite à peu près 100 pour un week-end. Dans notre cas, c'était il y a 2 semaines. C'était au cégep à Saint-Hyacinthe. Okay. Fait que là, on va passer 2 jours avec eux, là, où vraiment, là, on va commencer à insérer un petit peu plus là, le côté tactique là-dedans. On va avoir des phases de position en 12 contre 12, tout ça. Fait qu'on passe 2 jours avec eux. Puis là, à partir de là, ben, il y a 54 joueurs qui vont être sélectionnés pour la phase finale. Fait que là, ça a toujours lieu là, à l'été, juste avant le tournoi. Fait que comme nous, c'est du 2 au 9 juillet. On a notre camp ici à Bishops. Puis à partir des 54 qui sont sélectionnés pour faire le camp, on va en garder 40 pour aller au tournoi. Ah ouais, OK. Ouais, fait qu'il y a une autre coupure en phase 3, mais... Ouais. Elle, honnêtement, est un petit peu plus difficile à faire. Tu sais, les jeunes, tu sais, quand tu arrives pour la phase 3, tu amènes tes choses en disant, ben je vais partir pour le tournoi. Tu sais, on te donne ton linge d'équipe Québec, tout ça. Puis après 3 jours, il faut remettre un alignement de 40 joueurs à Football Canada. Puis tu sais, 40 joueurs, c'est pas beaucoup. Là, si tu regardes au niveau universitaire, on avait 52 joueurs au match. Avant, c'était 48. Puis au niveau collégial, même ils ont le droit d'habiller, je pense que c'est 60 joueurs dans l'année, ou en tout cas, peu importe. Là, tu peux arriver à un match, puis ils vont être 55-56 d'habillés. Puis nous, il faut en garder seulement 40 pour faire un tournoi. Fait que c'est pas beaucoup. Fait que c'est sûr, c'est des coupures qui sont pas évidentes à faire. Puis tu sais, des fois, tu retranches le jeune, mais tu le sais que, tu sais, des fois, il vient faire 1 an qu'il joue au foot, là. Tu le sais que dans 2 ans, ça va être dans les meilleurs au Québec. C'est juste que là, à court terme, pour être bon dans 1 semaine, il n'est pas encore rendu là. Parce que ça reste quand même au U18, ils ont 16-17 ans. Il y en a que le pic de leur puberté, ils l'ont un petit peu plus à 18-19. Fait qu'il faut que
c'est ça qui n'est pas évident des fois. Là. C'est d'avoir la meilleure équipe pour cette année, et non la meilleure équipe pour dans 2 ans. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'est arrivé de recruter des gars à l'université qui étaient dans les tops à sortir, mais qu'on avait retranché équipe Québec. T'sais, Benjamin Saint-Just, qui joue dans la NFL, n'avait pas été pris à Team Québec à l'époque. J'étais pas là, mais ça, c'est ce que je m'ai fait raconter. Puis, je veux dire, ça ne l'a pas empêché de continuer à se développer, d'aller à l'université, puis d'être un des bons joueurs. Là, je veux dire, quand tu joues corner partant dans la NFL, c'est parce que ouais, non, c'est ça. T'es un bon joueur de foot, on s'entend. Fait en gros, c'est comme ça que le processus fonctionne. Puis là, après, on va au tournoi. Puis le MU16, c'est 2 matchs. Nous, c'est 3 matchs au MU18. Selon le match 1, c'est par rapport au classement de l'année d'avant. Comme là, nous, cette année, on va jouer BC au premier match. Puis là, par la suite, là, tu passes au deuxième match. Là, si tu as gagné ton premier, c'est la demi-finale. Puis là, par la suite, soit la finale pour l'or ou pour le bronze. Mais je pense que si tu regardes là, au niveau, surtout, je pense que toutes les équipes vont là pour gagner le tournoi, là, mais tu as certaines provinces, là, Saskatchewan, Alberta, le Québec, l'Ontario. On est toutes des provinces là, qu'à chaque année, on présente des bonnes équipes. Même BC, honnêtement, c'est une équipe qui ont eu peut-être un peu plus de difficultés dans les dernières années, mais c'est un programme qui c'est une province qui a beaucoup de bons joueurs de foot. Fait que t'as pas le droit de perdre un match. Exact. Si tu veux gagner, il faut que tu sois undefeated jusqu'à la fin. Fait que c'est un bon défi en peu de temps, mais c'est une expérience qui est vraiment enrichissante pour les jeunes puis pour les coachs aussi. C'est pour cette raison-là aussi qu'on sélectionne les meilleurs pour aller faire cette équipe-là. Moi, ce qui me passait en tête quand tu me dis ça, est-ce que quand tu arrives pour sélectionner des gars, parce que c'est ça, ils ont 16-17 ans, là, c'est en bas de 18, est-ce que tu es capable, parce qu'il faut que tu les compares, okay, mais est-ce qu'on compare un gars de cet âge-là de la même façon qu'on va comparer un gars que tu viens recruter parce qu'il sort, mettons, du cégep? Non, il faut que tu sois capable de remettre les choses en contexte. Il y a des joueurs que où ce qu'ils habitent, ils vont jouer dans des programmes, exemple, de football à 9. C'est sûr que quand lui arrive au camp d'équipe Québec, au niveau tactique, il y a des choses qu'il n'a pas vues. Là. On s'entend, il y a 3 joueurs de moins sur le terrain. Là. Mais ça n'empêche pas des fois que tu as des joueurs qu'au niveau athlétique qui sont beaucoup plus dominants que certains des très bons joueurs du juvénile Division 1, par exemple. Fait qu'il faut que tu sois conscient de ça. Puis on a peu de temps avec eux. Fait que, oui, on les développe, puis c'est une bonne expérience pour eux, mais tu n'es pas en mesure non plus de changer le joueur là, du tout au tout en une semaine. Fait qu'il faut que tu sois capable de prendre ça en considération dans ton évaluation. Puis de faire attention aux comparaisons, là, surtout à cet âge-là. Oui, hein, sûrement que... Ouais, tu sais, puis même là, tu as dit prendre les meilleurs. Tu sais, des fois, j'aime pas ça mettre des étiquettes, surtout en bas âge, parce que si on refaisait l'équipe de 2019 là, demain matin, probablement qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été pris, puis là, on les prendrait. Fait que, tu sais, je pense que c'est une étape dans le développement des joueurs. Puis quand tu es retranché, pour moi, il y a un certain positif là-dedans, dans le sens que ça t'apprend à gérer l'adversité, à gérer la persévérance aussi. Il y en a, ils se sont jamais fait retrancher de rien parce que c'est les meilleurs de où qu'ils viennent. Mais si tu veux te rendre loin dans le foot, là, au niveau professionnel, tu sais, que ce soit à cause de ton contrat ou des ratios canadiens, américains, peu importe, tu peux te faire retrancher, puis ça n'a pas rapport avec le fait que tu es bon ou pas bon. 100%. Puis ça, il faut que tu apprennes à passer par-dessus ça puis à continuer à persévérer. Fait que c'est un apprentissage, je pense, qu'il faut qu'il soit fait à un moment ou à un autre. Puis si tu as à le faire pendant l'équipe Québec, des fois, c'est ce qui fait que tu prends une coche puis que tu te rends par la suite collégial D1 puis à l'université. Là. En finissant, ce serait quoi ton rôle en tant qu'head coach pour ces jeunes-là? C'est quoi peut-être pas le message, mais mettons l'expérience que tu as envie de leur donner aux gars qui... Puis tu sais, moi je parle, oui, il y a les gars qui vont faire l'équipe, mais comme tu dis, c'est un passage que tu as peut-être été retranché au premier camp, mais peut-être que tu as laissé une trace à ces gars-là. C'est quoi que toi tu essaies de laisser
à tous les joueurs qui veulent faire partie d'Équipe Québec? Ben moi, je le dis tout le temps, même à la phase 1, quand tu arrives avant le début du try-out, puis quand tu vas quitter, pour moi, c'est sûr qu'il faut que tu sois rendu un meilleur joueur de foot. C'est ça la mission qu'on se donne, les entraîneurs. Puis, tu sais, on prend l'exemple de des jeunes qui jouent dans le juvénile Division 1. Ben oui, c'est un calibre qui est bon, mais devenir, qui est excellent même, là, mais devenir Équipe Québec, ça te permet de vivre des choses que dans ton programme, tu peux peut-être pas vivre dans le sens où, exemple, tu viens d'une école privée, ben là, tu vas côtoyer des joueurs que eux viennent des écoles publiques, des gars qui viennent du civil, des gars qui viennent de régions ou de petites écoles qui jouent du football à 9. Puis moi, je me fais toujours un devoir, surtout à la dernière phase, là, quand on est hébergé et tout ça, de mélanger les gars. Fait que, de mettre un gars de la région de Montréal avec un gars de la région de Québec dans la même chambre, puis de mixer des gars du civil avec le scolaire, privé, public, pour leur montrer qu'il n'y a pas juste ta réalité que tu connais dans ton milieu à toi, il y a autre chose aussi. Puis les gars, présentement, les jeunes ont beaucoup les aspirations de dire, j'aimerais ça jouer à l'université, j'aimerais ça aller dans la NCAA, j'aimerais ça jouer professionnel. Si tu penses aller dans la NCAA, tu vas te rendre compte qu'il y en a qui viennent de milieux pas mal différents du tien. Puis je pense que Équipe Québec, c'est une des belles opportunités qu'on a de faire vivre ça à ces jeunes-là. Puis à chaque année, je regarde les amitiés qui se créent entre les programmes, puis on pourrait pas prédire qu'un gars de tel programme va devenir meilleur chum avec un gars de tel programme, mais pourtant, ça se passe parce qu'au final, ils ont le même âge, ils ont la même passion pour le foot, puis ils aiment les mêmes choses. Fait que ça, pour moi, c'est hyper important au-delà des victoires, défaites, championnat, pas championnat. Ils ont la chance d'être coachés par des excellents entraîneurs pendant ces 2 semaines-là. Mais les liens qu'ils créent, pour moi, c'est quelque chose que je crois beaucoup là, de faire vivre à ces jeunes-là. Là. C'est un gros sport de contact aussi. Puis chaque personne que tu vas rencontrer dans le football, si je parle peu importe dans le cheminement où tu es rendu, je sais que plus tard, on va s'en reparler, puis ça va nous faire plaisir, t'sais. Fait que c'est vraiment ce noyau-là un peu familial que le football can nous amener que je trouve magnifique de ce sport-là. Merci, Louis, d'avoir accepté mon invitation. C'est très apprécié. J'ai beaucoup aimé la discussion, autant de Team Québec, mais autant de ta mentalité de coach, tout ça. Très apprécié d'être venu sur la Game On. J'apprécie beaucoup, Louis. Écoute, merci à toi. C'est un grand plaisir pour moi.